La gare de Sarreguemines est en plein chantier, la charpente est en cours de réparation et la toiture est en train d'être complètement refaite en intégrant 500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques pour gagner en sobriété énergétique. Le coût des travaux financés par la SNCF s'élève à 900 000 €. À la piscine olympique de Forbach, c'est un chantier de 8 millions d'euros qui est en train de s'achever. 3 ans de travaux auront été nécessaires pour remplacer les menuiseries extérieures, désamianter le bâtiment, rénover les vestiaires et l'espace d'accueil, permettre l'accessibilité aux personnes handicapées et procéder à la réfection complète des bassins. Un café éphémère a vu le jour au Val-de-Guéblange le temps d'une journée, une condition sine qua non tous les 5 ans pour conserver la licence 4 rachetée par la municipalité, avec toujours l'espoir qu'un café voit à nouveau le jour au Val-de-Guéblange et pas que pour une journée. Après 40 ans à PSA, soldé par un plan de réduction des effectifs, Lionel s'est formé pour se reconvertir dans l'univers du cycle électrique. Sa micro-entreprise devrait lui permettre de cotiser les 3 trimestres qui lui manquent pour toucher sa retraite. Fête de l'Allemand, c'est une manifestation initiée par le département de la Moselle depuis 2016. Hier, 200 enfants des écoles du secteur de Bitche ont chanté dans la langue de Goethe et lu des histoires en allemand. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Chaque mercredi, on fait la part belle à la culture. Et aujourd'hui, ce sera avec Thibaut. Tu vas t'intéresser à quel thème ? Eh bien aujourd'hui, je vais vous dresser le portrait d'un haut lieu de la culture dans le pays de Bitche, le Domino's Bar. Tu vas nous raconter en détail dans quelques minutes et puis on terminera l'émission avec des extraits du ciné-débat organisé par ICAM Productions au Cinéma Forum à l'issue de la projection du film Sage Homme. Des sages-femmes du secteur de Sarreguemines ont pris la parole ainsi que 2 acteurs venus spécialement pour la soirée, Emery Carter et Antoine Stipe, des témoignages à écouter tout à l'heure. On commence avec l'actu. La gare SNCF de Sarreguemines subit actuellement d'importants travaux. La charpente est en train d'être réparée et la partie ardoise d'être totalement refaite. 900 000 € sont nécessaires pour réaliser ces travaux. Davantage d'explications dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Un chantier spectaculaire et d'envergure. Depuis le mois de septembre dernier, la gare de Sarreguemines est le théâtre d'un chantier important. La toiture est en effet en train d'être réparée. Dans un but de conservation du patrimoine, puisque nous reprenons des problèmes d'étanchéité qui mettaient en péril la charpente. Donc nous avons des opérations de rénovation d'éléments de charpente et nous refaisons entièrement la partie ardoise en ardoise naturelle, suivant les conseils des architectes des bâtiments de France, pour pérenniser le bâtiment. Une opération de maintenance avait été effectuée il y a 25-30 ans, mais certaines normes techniques n'avaient pas été respectées, ce qui engendrait les infiltrations. Une porosité si importante que les planchers de l'ancien buffet ont été impactés, certains éléments se sont même effondrés. Une fois les travaux actuels terminés, la couverture devrait tenir environ 70 ans. C'est en tout cas le souhait du maître d'ouvrage qui a mis des moyens financiers à la hauteur de ses ambitions. Nous sommes sur une opération travaux à plus de 900 000 €, totalement financée par la SNCF. Environ 60% du chantier est réalisé. L'entreprise avance aussi vite qu'elle le peut, mais elle est confrontée à un problème de livraison d'ardoise qui arrive au fil de l'eau. La fin du chantier est prévue au mois de juin. À noter que 500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques seront intégrés dans l'ardoise afin de gagner en sobriété énergétique. Autre gros travaux sur une durée plus longue, démarré en 2020, le vaste chantier de rénovation de la piscine olympique de Forbach touche à sa fin. La remise en eau des bassins est en cours et des travaux de nettoyage et de finition doivent encore intervenir jusqu'à sa réouverture prévue dans les semaines qui viennent. La dernière visite de chantier s'est déroulée en présence de plusieurs élus de la communauté d'agglomération Forbach-Porte de France ainsi que du sous-préfet. Grégory Sebag y a participé. C'est invisible à l'œil nu, mais les bassins de la piscine olympique de Forbach sont en ce moment même en train de se remplir. Une opération très technique et délicate qui se fait en prenant toutes les précautions. Le niveau d'eau augmente seulement d'une dizaine de centimètres par jour. Donc là, comme les bassins étaient à sec depuis 2 ans, nous devons maîtriser le choc thermique, aussi bien en remplissage pas trop chaud, et monter en température progressive, monter en mètres cubes d'eau progressif. Donc il ne faut pas qu'on prenne trop de centimètres par jour. Donc on remplit sur une base de 8 à 10 mètres cubes d'eau par heure. Et ce qui fait à peu près il y a 3000 m3 à remplir. On est sur une quinzaine de jours de remplissage. C'est l'une des dernières phases de travaux du colossal chantier de rénovation et de restructuration de cet équipement.
équipement, commencé il y a 3 ans, en avril 2020, et qui touche à sa fin. Le montant total des travaux est de 8 millions d'euros, financés en grande partie par le département, la région et l'État. D'abord, un bassin de 50 mètres intérieur, c'est quand même pas banal, hein. Et puis quand on voit la qualité de la rénovation qui se termine, oui, je crois qu'on peut, le mot est juste, on peut être impressionné. Et impressionné aussi par le coût du chantier, bien sûr, hein. Là, on parle de millions d'euros face à un bâtiment de cette taille qui nécessitait quand même un bon rajeunissement. En 3 ans, les menuiseries extérieures ont été remplacées, le bâtiment entièrement désamianté. S'en est suivi la réfection complète des bassins, la rénovation des vestiaires et de l'espace d'accueil, ainsi que la mise en accessibilité aux personnes handicapées. Malgré quelques imprévus liés entre autres à la pandémie et à la guerre en Ukraine, les coûts ont été maîtrisés et les délais que légèrement dépassés. La communauté d'agglomération disposera bientôt d'un équipement flambant neuf, comme il n'en existe que très peu dans la région, un vrai atout pour le territoire. Ah, tout à fait, c'est un outil exceptionnel au niveau équipement sportif, qui contribue donc à l'attractivité du territoire, c'est clair. Actuellement, des voltigeurs sont sur le site pour des opérations de nettoyage. La dernière phase de travaux sera surtout consacrée aux finitions et au réglage des machines. Le site, homologué piscine olympique avec son bassin de 50 mètres, s'est également porté candidat pour accueillir des délégations de nageurs lors des prochains Jeux olympiques. Encore un peu de patience pour les nageurs, la réouverture est prévue aux alentours du 15 mai. À peine ouvert, déjà fermé, c'est le principe d'un café éphémère. Et dans une ancienne mairie, ça peut paraître bizarre, mais la commune du Val-de-Guéblange a fait le choix, durant une matinée, d'ouvrir un café pour rassembler ses habitants, pour qu'ils apprennent à se connaître. Il fallait également l'ouvrir pour garder la licence 4, qui avait été rachetée en mai 2022 à un habitant. Explication dans ce reportage d'Émilie Azéel et Jules Lefébure. Dans l'ancienne mairie du Val-de-Guéblange, vin, café, gâteaux et autres mignardises attendaient les habitants. Ils étaient conviés dimanche matin à l'ouverture d'un café éphémère par la municipalité. L'objectif était de créer un lieu de convivialité puisque presque tous les commerces ont fermé. On va profiter de l'ouverture de ce café pour faire un accueil des nouveaux arrivants. Donc on a fait une invitation aux nouveaux arrivants de la commune. Et en même temps, on a fait quand même une invitation aussi à tous les habitants de la commune qui voudraient venir voir un petit peu ce que pourrait donner ce café, puisqu'on voudrait à la limite pérenniser la chose dans quelques temps. On va pouvoir fêter le printemps, même si le temps est gris. La licence 4 permet à un débit de boissons de vendre de l'alcool de plus de 18 degrés. Cette licence a été rachetée en mai par la commune au doyen du village et propriétaire du dernier bar, fermé en 1992. Pour préserver l'autorisation, il faut ouvrir au moins une fois tous les 5 ans. La date butoir était le 4 avril. Le café éphémère a attiré peu d'habitants. En effet, la maire s'attendait à voir davantage de monde. Avec l'association SOS 1000 Cafés, la commune souhaiterait rouvrir un café pour animer le village. À Sarreguemines, c'est un nouveau restaurant qui a vu le jour. Au début du mois de mars, Jakub Skarupa a ouvert le comptoir du chalet, place du marché, en lieu et place de l'ancien petit comptoir. Le chef de 36 ans, d'origine tchèque, possède également le restaurant Le Chalet à Zétain. Quelques-uns des employés du chalet travaillent à tour de rôle dans le nouveau restaurant. Le comptoir du chalet peut servir 40 couverts pour le moment. Le chef a souhaité en faire un restaurant de street food haut de gamme. Tout est fait maison avec des produits locaux et les légumes choisis respectent les saisons. Jakub Skarupa change la carte tous les 10 jours. L'objectif est de proposer un voyage culinaire à travers la street food de nombreux pays du monde, des hot dogs aux Buddha Balls, en passant par les tapas, le tout revisité par le chef. Autre nouveauté dans le domaine de la restauration, à Sarreguemines, un kiosque à pizza en zone commerciale de Neunkirch. Et c'est une reconversion professionnelle pour Julien Ebersold. À seulement 25 ans, cet ancien comptable n'en est cependant pas à son coup d'essai, puisque c'est le deuxième kiosque qu'il ouvre. Il a ouvert le premier en octobre 2020 à Sarrebourg. Ce nouveau kiosque au menu 100% pizza est situé sur le parking des magasins Terranimo, Cash Express et Taco. Pour le moment, il compte 3 employés, tous issus de la restauration. Il est ouvert 7 jours sur 7, midi et soir, sauf le dimanche midi. Focus maintenant sur une reconversion professionnelle forcée. À 58 ans, Lionel a décidé de se former pour changer de métier afin de pouvoir cotiser ses derniers trimestres pour la retraite. Après 40 ans chez PSA, aujourd'hui Stellantis, à Trémery, près de Thionville, il a profité d'une formation dans le Var pour obtenir des diplômes dans un secteur porteur, les cycles électriques. Portrait signé Jonathan Vaucher.
Je dévoile la roue, c'est-à-dire que je tends les rayons plus ou moins pour attraper le jeu qu'il y a dans cette roue, qui était légèrement voilée au départ. Après 40 ans dans le groupe PSA à Trémery, Lionel a été touché par un plan de réduction des effectifs. S'il pouvait terminer sa carrière sans travailler, il a préféré lier l'utile à l'agréable. Son hobby s'est donc transformé en métier grâce à la reconversion. Pour moi, c'était évident, j'ai toujours aimé le vélo. Depuis 1978, je fais de la compétition et je monte mes vélos, je les répare, tous ceux des amis et de la famille. Donc pour moi, c'était une évidence de créer une micro-entreprise dans le domaine du vélo. Donc j'ai commencé à travailler à 18 ans chez PSA, donc j'ai un cursus de carrière longue. Donc logiquement, tout devait bien se passer, j'avais mes trimestres validés, mais là avec la nouvelle réforme, c'est pas le cas. Donc il me manque quelques trimestres que je vais devoir valider. Ancien technicien voiture, cet Agondangeois de 58 ans s'est orienté dans un domaine porteur, les cycles électriques. Après une formation et grâce à une aide financière, il vient de créer son propre atelier. Oui, je l'ai créé spécialement pour la micro-entreprise, pour pouvoir travailler plus librement, recevoir les gens, parce que c'est quand même un concept où les gens viennent, on boit un café, on regarde ce qu'il y a à faire sur leur vélo. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai le temps, quoi. Donc c'est plus convivial. Comme lui, ils sont nombreux à passer par les organismes de formation pour une reconversion. Un panel complètement différent de gens qui viennent. On va avoir soit du technicien qui possède déjà un atelier, alors qu'il soit mobile ou fixe. Ensuite, deuxième profil, ce sont des demandeurs d'emploi. Qui ont besoin, qui veulent soit changer d'orientation, alors qu'ils sont soit jeunes, soit plus anciens, pour rajouter sur leur CV une ligne complémentaire qui est très très demandée aujourd'hui dans les magasins. Et enfin, on a des gens qui sont en reclassement, on en a de plus en plus. Diplômé en électrique et en hydraulique, Lionel pourra désormais récupérer ses 3 trimestres manquants si son chiffre d'affaires le permet. L'allemand dès le plus jeune âge, organisée chaque année au mois de mars, la fête de l'allemand veut promouvoir ce qui est fait pour cette langue en Moselle. L'école biculturelle de Bitche, l'école maternelle des Remparts et les écoles Pasteur et Günzer ont participé à la manifestation avec une semaine d'avance. Pour cette 7e édition, ces écoles ont vu grand et ont rassemblé plusieurs centaines d'élèves. Elles ont organisé des activités préparées en amont par les enfants. Reportage d'Emilia Zil. Devant vous, il y a des centaines d'enfants qui chantent, dansent, lisent et tout ça, auf Deutsch bitte. Mardi après-midi, à l'école Günzer de Bitche, 4 écoles primaires du secteur ont organisé un rassemblement avec leurs élèves pour mettre en avant l'allemand à l'occasion de la fête FAITES de l'allemand. La fête de l'allemand est une manifestation créée par le conseil départemental de la Moselle en 2016. Elle a lieu sur une semaine dans les écoles primaires et les collèges. Durant cet après-midi, les 200 enfants ont chanté des chansons en allemand, dansé sur ces chansons et lu des histoires réécrites en allemand. Ils ont également regardé des vidéos réalisées par certains élèves pour les 60 ans du traité de l'Élysée. On continue dans le domaine de la culture, mais en français et après les prévisions météo. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, on conserve un temps pluvieux pour demain. Le ciel sera déjà très couvert au lever du jour et le restera tout au long de la journée. Des averses vont tomber sur l'ensemble de notre territoire. Mais la bonne nouvelle du jour, c'est que les températures remontent. Les minimales iront de 9 à 10 degrés et les maximales de 14 à 16 degrés. Demain, nous fêtons les Victoriens et il fera jour de 6h32 à 18h51. Passez tous une bonne journée et à demain! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La saison culturelle bat son plein au pays de Bitche. Rendez-vous le samedi 1er avril avec Michel Jonas à l'occasion d'un concert piano-voix exceptionnel où la chanson française et le blues ne feront qu'un. Jusqu'au 25 mars, Cora Sarreguemines prépare le retour du printemps. Retrouvez les indispensables du jardinage avec notre sélection des plus beaux produits. Tout pour votre potager, votre jardin d'ornement, mais aussi l'entretien du sol, l'outillage et la décoration. Pour un jardin bien entretenu et haut en couleur, rendez-vous chez Cora. Cora, l'hyper proximité.
Vous voulez faire des économies? Alors covoiturez avec Klaxit et rentabilisez vos trajets. Si vous êtes passager, vos trajets domicile-travail sont offerts. Si vous êtes conducteur, vous gagnerez de l'argent sur la route du travail. Pour trouver des covoitureurs sur vos trajets quotidiens, téléchargez Klaxit et l'Agglo de Sarreguemines finance vos covoiturages. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Qui pourrait deviner que je porte des appareils? Les nouvelles générations d'aides auditives sont de plus en plus discrètes, même en contour d'oreille. Même avec les cheveux courts? Oui, ils se cachent facilement derrière le pavillon de l'oreille et ensemble nous choisirons la couleur qui vous conviendra. Et ça tient vraiment bien? Bien sûr, grâce au moule sur mesure, l'appareil épouse parfaitement votre conduit auditif. Ce dimanche à 16h sur Mosaïque Cristal, les Bleus de Jamel Ferjani se rendront à Boulay pour disputer la 18e journée de championnat régional 1 au Miris. Lors de leur première rencontre en octobre, les Sarregueminois l'avaient remporté 3-0. Qu'en sera-t-il pour le match retour? Réponse en direct ce dimanche avec le soutien de l'Intermarché des Faïenceries sur Mosaïque Cristal. Cette semaine, la chronique culturelle est signée Thibaut Desmerlet. Et en début de chronique, Thibaut, tu as d'abord des idées, des suggestions de sorties culturelles à nous proposer. Oui, comme chaque semaine, si vous avez envie de sortir de chez vous, eh bien ce week-end, vendredi soir tout d'abord à 20h30 à la Corderie à Sarre-Union, vous allez pouvoir rencontrer Alison Arngrim, la comédienne de La Petite Maison dans la Prairie. Elle sera en duo avec Patrick Loubatière, auteur de Destination 80, pour un spectacle d'humour et de musique intitulé Nelly Oleson allume les années 80. Vous pouvez réserver au numéro qui se trouve sur l'affiche et c'est organisé par l'association Football Club d'Irmingen. On continue samedi 25 mars avec d'abord le spectacle Prendre forêt à la médiathèque de Sarreguemines à 17h. C'est une lecture musicale d'un carnet de voyage qui raconte les mois d'ermitage de Claire Auduit au cœur de l'hiver dans un chalet des Vosges. C'est une introspection au cœur de la nature. Claire sera accompagnée par Baris Ayan avec ses chants et son zaz. Un zaz, c'est un luth à manche long. Un événement qui sera assuré par la compagnie Rodéo Dames. C'est en entrée gratuite et la réservation est faite auprès de la médiathèque. Le même jour, cette fois-ci à Roulin, à 19h30, dans l'espace culturel, se déroulera la veillée Armusante, une soirée de contes, chants, poésie, musique proposée par la troupe Shakespeare et l'ACS. Vous pouvez aussi contribuer brièvement à la soirée. Il faudra juste prévenir au numéro qui se trouve sur l'affiche. C'est également en entrée libre et il y aura de la petite restauration sur place. Le concept est inspiré des auberges de parole et avec une petite touche théâtrale. On se téléporte un jour plus tard, le dimanche 26 mars, avec Alain Barre, un concert de musique celtique à l'église Immaculée Conception pour la Saint-Patrick. Ce sera assuré par le groupe Celtica, qui animera cette représentation avec Patricia Nadler au chant et à la harpe, et Cathy Bourgoun au chant et à la flûte irlandaise. Elles seront accompagnées de Marine au chant, et ce sera à 15h, toujours en entrée libre. On s'intéresse maintenant au Conservatoire de Sarreguemines avec ses élèves de la classe de théâtre lycée. Il vous propose de redécouvrir ou de découvrir Le Révisor. L'œuvre originale est une comédie en 5 actes du russe Nikolai Gogol, créée en 1836. La mise en scène et l'adaptation est faite par Margot Gauer. Vous avez la possibilité d'assister gratuitement à 2 représentations, une le vendredi 24 mars à 19h30 et le dimanche 26 mars à 16h. Ce sera au Casino des Faïenceries. Et pour finir sur les bons plans de sortie, mercredi 29 mars prochain se dérouleront à l'Institution Sainte-Chrétienne La Salle de Sarreguemines les Nocturnes de l'Histoire. Plusieurs choses sont organisées durant la soirée. De 17h à 18h30, il y aura une visite guidée de la ville de Sarreguemines. De 18h30 à 19h30, à l'intérieur de l'école, vous aurez la possibilité de découvrir 3 expositions. Une sur du matériel pédagogique ancien, une autre de photographie de bâtiments à travers les âges et une autre réalisée par les élèves en option art plastique, ce sont des lycéens.
Et enfin, pour finir la soirée de 19h30 à 21h, vous pourrez assister à 2 conférences historiques. Eh bien, merci beaucoup Thibaut pour ces chouettes idées de sortie. Et maintenant, un portrait, mais alors pas celui d'une personne, celui d'un lieu culturel dans le Pays de Bitche. Oui, un portrait un peu particulier aujourd'hui, et je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Je vais vous parler du bar associatif, le Domino's Bar, qui se trouve à Lemberg. Au premier abord, ce bâtiment peut paraître petit, mais la taille ne fait pas tout. Il s'y passe, et s'est passé beaucoup de choses d'un point de vue culturel. Et oui, la première chose qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas qu'un bar. Ce n'était pas qu'un bar, et non, avant de devenir la structure telle qu'il est aujourd'hui, le bâtiment abritait l'un des 4 cinémas qu'il y avait à Lemberg. C'était un cinéma paroissial où les cinquantenaires et les soixantenaires d'aujourd'hui y allaient en étant enfants. Et ce n'est qu'en 1982 qu'un groupe de personnes de l'association Foyer pour tous, qui existait depuis 1967, a décidé de reprendre les rênes. Après la fermeture du cinéma, ils ont continué à animer le petit bar à côté et ils ont organisé des concerts de 1982 à 1994 dans la vieille salle de cinéma. Et aujourd'hui, est-ce qu'on voit encore des vestiges de ce cinéma ? Oui, alors sur les images que vous allez voir, on peut remarquer à l'entrée du bar, donc voici le bâtiment du Domino's Bar, à l'entrée il y a encore la petite billetterie vitrée, et si on s'aventure plus loin derrière les briques, vous voyez le reste du balcon de l'ancienne salle de cinéma. Au-dessus, il y avait la structure qui portait l'isolation phonique, et tout derrière, sur les briques grises, la salle, c'était les projecteurs qui étaient utilisés pour diffuser les films dans la salle, et elle a malheureusement fermé par la mairie en 1994. Alors depuis l'organisation des concerts, le bar est devenu ce qu'il est aujourd'hui ? Oui, le Domino's Bar n'est plus le petit bar du cinéma qui était à côté. C'est maintenant un bar à part entière qui a été rénové. Et d'ailleurs, la pièce s'est agrandie pour laisser place à une extension dédiée pour les groupes de musique. Une petite salle qui maintenant a l'habitude de recevoir des concerts. L'extension est arrivée en 2013 avec l'intervention de la mairie. La salle de cinéma, quant à elle, malheureusement, a été arrachée, à part le vieux balcon. Et tu disais, c'est un bar associatif et l'association qu'il gère, c'est le Foyer pour tous. Oui, comme j'en ai parlé, et si pour vous en parler plus en détail, je vais vous proposer d'écouter Dominique Drouard, qui est membre de l'association. Alors, c'est une association d'éducation populaire, donc on avait différents types d'activités, aussi bien dans le domaine de l'enfance, le ciné-club, des stages de formation. Et le domino n'est qu'un outil. Hein, alors aussi bien la salle que le bar, c'est qu'un outil qui permet justement de recréer ce lien social, d'être une scène pour amener la culture en milieu rural et pour permettre aussi aux locaux de s'exprimer alors dans différentes formes d'art. Il y a aussi eu beaucoup d'expositions de peinture, de photos, etc. L'association aujourd'hui compte plus de 300 membres avec un noyau actif de 25 personnes. Comme je l'ai annoncé avant, elle existe depuis 1967, mais il y a eu le fameux renouveau en 1982 avec l'arrivée des concerts. Aujourd'hui, une vingtaine d'événements est proposée chaque année. Tout le monde est bénévole et l'association souhaite dans ses projets faire revivre un peu le passé du bâtiment. On pense à une salle, un théâtre de poche et un ciné-club qui pourrait être localisé sur l'ancien balcon du cinéma qui existe encore et donc de réhabiliter ce lieu, de lui rendre sa vocation initiale. Sa vocation initiale, c'est aussi parce que ce lieu, c'était un peu l'un des principaux points de culture musicale dans le Pays de Bitche. Oui, s'y représentaient bien des groupes locaux, des groupes français, anglais, ukrainiens. Beaucoup de nationalités sont passées et passent par le Domino's Bar. Il propose aussi des résidences d'artistes. Et avant, il existait un énorme réseau dans le Pays de Bitche. C'est vrai que très tôt, on a commencé à œuvrer. D'ailleurs, avec Meisenthal, on a lancé à l'époque un projet qui s'appelait Rock à l'Est, qui était... il y avait 5-6 associations en fait, qui faisaient de la musique vivante. Et notre objectif aujourd'hui, c'est vrai que c'est aussi de recréer cette dynamique de réseau, c'est-à-dire pas uniquement sur un lieu, mais sur différents lieux. Et ce réseau commence à se recréer, à se reformer. L'association, depuis l'année dernière, fait partie du réseau du festival Au Gré du Jazz, un festival qui est habituellement organisé à la Petite Pierre. Ils sont aussi en contact en ce moment avec les organisateurs du festival Mireille de Plate pour contribuer aussi dans la valorisation du patrimoine linguistique. Et ils ont aussi accueilli des représentations du festival Euroclassique. C'est un lieu
comme tu l'as compris Julia, qui veut diffuser la culture, mais l'association est aussi engagée et propose plusieurs rendez-vous pour discuter sur plusieurs thèmes et parler de l'actualité, comme un concert-débat organisé en 2021 autour des attentats du 13 novembre 2015. Et ils font aussi des soirées pour la Crète et pour soutenir l'Ukraine. C'est une dimension importante de leur activité. On pense que l'éducation populaire, c'est aussi de s'engager, de permettre aux gens de débattre, de découvrir. Et on organise alors des ciné-conférences avec notamment des journalistes qui viennent pour parler de certains sujets, des concerts, conférences aussi. On essaie aussi d'être réactif par rapport à l'actualité quand il y a un événement qui se produit, d'être là aussi comme lieu parce que je crois qu'un bar, c'est d'abord ça aussi, c'est un lieu d'échange. Il faut que les gens puissent se parler et donc d'être là aussi pour proposer des thématiques d'actualité pour pouvoir échanger sur ces sujets. Et je voulais finir cette chronique par l'intervention d'un des plus vieux membres de l'association. Depuis le renouveau en 1982, il s'occupait du labo photo. Oui, il y avait dans le temps aussi un labo photo. C'est vraiment un lieu où tous les arts peuvent s'exprimer. Il fait toujours partie du quatuor Matala qui va se produire samedi soir au bar pour une soirée crétoise en partenariat avec l'association Alsace-Crète. Et il nous a donné son ressenti sur cet endroit qu'il affectionne. Tout, j'aime tout ici. J'aime les personnes qui viennent ici, j'aime le lieu, c'est un lieu chargé d'histoire, c'est notre jeunesse, c'est de la culture, c'est des échanges, c'est de la musique, c'est génial. C'est un partage en fait. Voilà, donc ce bar associatif, c'est un haut lieu culturel local caché dans un petit coin de rue. Et oui, allez-y, profitez-en. Et en plus, prochain événement, donc ce week-end. Merci Thibaut pour cette chronique. On continue dans le thème de la culture avec le 7e art, direction les cinémas forums de Sarreguemines, où l'association ICAM Productions a organisé un débat à l'issue de la projection du film Sage Homme, qui a été tourné à Nancy et dans les environs, notamment au CHU de Brabois. Alors promis, la séquence qui suit ne va pas spoiler. Si vous n'avez pas encore vu le film, c'est pas grave, vous pouvez écouter et regarder quand même. Et vous irez voir le film après. Il est toujours projeté au Cinéma Forum à Sarreguemines. En 2 mots, c'est le quotidien d'un étudiant qui a raté le concours d'entrée en médecine et qui décide de tenter la passerelle en allant en Maïeutique, l'école de sage-femme. Après la projection, plusieurs sages-femmes du secteur de Sarreguemines ont pris la parole et puis 2 acteurs étaient là pour donner leur impression et échanger avec le public. Émeric Arter, qui a un tout petit rôle dans ce film, ainsi que Antoine Stipe, qui a notamment joué dans de nombreuses séries. Je vous propose d'écouter des extraits de cette soirée. Le début du film, quand on a vu le jeune homme nettoyer les bassins, les instruments, on s'est regardé avec Jessica et on s'est dit ça te rappelle quelque chose? Oui, on a commencé comme ça, effectivement. Donc moi j'ai fait 4 années d'études et donc je trouve qu'effectivement le début collait tout à fait. Ce qui était un peu dommage, c'est que ce jeune homme, au départ, c'était un peu voulu. Il est arrivé un peu par défaut. Et justement, c'est ce qu'on n'aime pas. C'est-à-dire que l'étudiant arrive, donc on a toutes des étudiants qui viennent régulièrement dans notre maternité. Effectivement, quand ils font cette profession par défaut et qu'ils sont là en stage par défaut, on le ressent très vite. C'est ce qui s'est passé tout de suite au début du film. C'est vrai que c'est ce qu'on rencontre quand même maintenant régulièrement, des étudiants qui choisissent la voie de la maïeutique comme une voie de garage, en fait, pour ne pas se retrouver sans rien. Je trouve qu'il y a eu un beau rebondissement, finalement, cet homme qui finalement s'est découvert. C'est une belle histoire. Après, je ne sais pas si en pratique, c'est tellement fréquent. Et ce que j'ai apprécié dans ce film aussi, c'est que finalement, le monde de la naissance peut être idéalisé. Et là, on a vu quand même l'aspect négatif, l'hémorragie de la délivrance, le compte à rebours, la tension qui chute, l'urgence absolue. Cet étudiant qui doit s'occuper d'un enfant mort-né, ça fait quand même partie de notre quotidien. Alors certes, comme était dit dans le film, c'est l'endroit où il y a le plus de bonheur au sein de l'hôpital, mais pas que. Et ça, c'est pas souvent mis... on n'en parle pas souvent, et je trouve que ce film a ce mérite-là quand même. C'est franchement assez fidèle, je trouve, sur plein de points. On ne peut pas retirer ça à ce film. Sur les études qui sont éprouvantes, tout ce côté-là, un peu de... J'ai pas eu trop connu le bizutage, mais au moins sur les débuts
les débuts de formation, que c'est laborieux, c'est long, faut vraiment s'y mettre à cœur et âme, sinon ça fonctionne pas. C'est un métier où faut être dans le médical et aussi dans le partage et dans la communication par rapport à tout ça. Mais c'était un super film, j'ai passé un super moment et voilà. Effectivement, des études étaient bien, dans les stages étaient bien représentées. C'est vrai que les premières années, on en bave un peu. Après, ça s'améliore. Et sinon, j'ai trouvé que le début était très réaliste, que il faut quand même que ce soit un minimum romancé. Donc, il y a eu quelques petites choses qui, après, pour moi, étaient un peu moins réalistes. Mais dans l'ensemble, c'est un super film. Et effectivement, je rejoins un peu Sylvie sur le fait que certaines personnes choisissent la maïeutique parce qu'ils n'ont pas plus d'autres choix. Après, c'est de moins en moins avec les nouvelles réformes, mais je pense que c'est un métier quand même de vocation et c'est difficile d'être sage-femme si au fond on n'a pas voulu ça. J'aime bien aussi avoir le point de vue en face, mais c'est vrai que quand on est acteur, il faut tout apprendre très très vite. Et c'est vrai que moi, Marvin, je l'ai trouvé incroyable. Déjà, le duo Marvin et Karine, je l'ai trouvé vraiment fantastique. Je trouvais que ça matchait de ouf. Et on ne pourra jamais rivaliser, bien sûr, avec la profession en étant directement dedans. Mais moi, je trouve que Marvin, il a quand même réussi à amener quelque chose, à amener ce côté émotionnel que j'ai vraiment kiffé. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à amener quelque chose à l'écran. Qu'est-ce que ça fait d'être l'amant de Karine Viard? Ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre parce que, en plus, j'ai été appelé 48 heures avant, en fait. Avant le tournage, on m'appelle Émeric, est-ce que t'es dispo? Alors moi je suis pas encore acteur à 100%, je fais encore un petit job à côté, donc je dis il faut que je joue avec mon boss, si je peux poser congé, ça s'organise pas comme ça. Et dispo 48 heures, tu seras l'amant de Karine Viard. Ok, pourquoi pas? Ouais, ok. Du coup les lignes c'est quoi? Qu'est-ce que je dois dire? Rien, tu vas devoir l'embrasser. Bon ça va, c'est pas trop compliqué, ça je devrais pouvoir m'en sortir. Félicitations en tout cas, parce que, et contrairement à ce que tu penses, embrasser c'est très compliqué. Parce que justement, nous, les comédiennes et les comédiens, on n'a pas forcément l'empathie de la personne qui est en face. Et les scènes de baiser et d'amour sont hyper compliquées. Donc tu as fait ce qui va être plus compliqué à faire. Oh, c'est bon. Maintenant, il ne te reste plus qu'à parler. Ce sera la prochaine fois. J'étais stressé, j'étais pas serein. Les changements d'angle de caméra, il n'y a pas toutes les prises qui ont été gardées. Il y a beaucoup plus de prises que ça. Tu sais pas trop embrasser. Peut-être que je sais pas embrasser. Peut-être voir des cours. Mais moi, je l'ai trouvé sur un plan émotionnel absolument parfait. C'est-à-dire qu'on a joué de la comédie, on a rigolé. 2 minutes après, on se met à voir la glotte qui fait un petit peu waouh, c'est fort. Les scènes crues, oui, c'est vrai. Dans la fiction, on est obligé de composer avec les lois de la DAS et du cinéma. Mais moi, j'ai été... en tout cas, le film, au niveau émotionnel, j'ai trouvé très fort. Il y avait plein de pièges dans lesquels on pouvait tomber. Et généralement, ces films-là, soit ils nous ennuient, soit c'est du pathos, soit c'est les séries qu'on voit à la télé sur... Non, là, c'était bien, quoi. D'abord, Melvin, l'acteur, chapeau. Premier rôle, il tient le film. Le mec... Waouh! Karine, elle a fait ça depuis 32 ans, tournage. Mais tous les autres acteurs sont bons, la famille, le père, ils sont vraiment... les dialogues sont très bons, il y a un très bon rythme, vraiment sur un plan émotionnel, et au niveau technique, vraiment tout y est. C'est un film d'école.